Bienvenue dans À tout lire, un À tout lire aujourd'hui empli de curiosité avec une invitée Annie Baer, armée d'un doctorat en études ibériques. Et j'ai dit curiosité parce que vous allez le voir, on a eu le temps de discuter un petit peu en coulisses, 4 ouvrages, de nombreuses recherches. Alors, de quoi parlent ces recherches, Annie? Et puis tout d'abord, bonjour et bienvenue dans À tout lire. Bonjour. Mes recherches, elles portent sur les premiers voyages espagnols dans le Pacifique et en particulier ceux qui sont passés par ce qui est aujourd'hui la Polynésie française, les Marquises et les Tuamotu. Alors moi, je le disais, quand on a pu se parler un petit peu, c'est vrai qu'on connaît Cook, on connaît toutes ces recherches, ces aventures, ces écrits, ces romans sur le côté anglo-saxon, cette histoire entre le monde anglo-saxon et la Polynésie, et finalement très très peu sur le monde espagnol. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, Annie, tu t'es lancée dans cette recherche et dans cette envie d'aller plus loin avec le monde hispanique? C'est un professeur d'université qui m'a fait mettre le doigt sur le fait que j'étais intéressée par la mer, par la Polynésie et par le monde hispanique. Et il m'a dit, mais ces trois choses-là ne font pas un centre d'intérêt? Et donc voilà comment ça a démarré. Et la première histoire, alors parce que par où on démarre, comment on commence une histoire liée à ça? C'est-à-dire, il faut bien un point de départ. Comme point de départ, je suis allée aux archives territoriales et j'ai cherché et j'ai pas trouvé grand-chose. Et je me suis dit, bon, il faut chercher un peu plus loin. Et donc, quand on lit un bouquin, souvent il y a des notes de bas de page qui renvoient à quelque chose d'autre. Et donc, ça m'a, de fil en aiguille, comme on dit, je suis passée d'un bouquin à un autre et je suis allée jusqu'aux archives des Indes à Séville pour chercher les documents qui racontent ces voyages. Quand on fait de la recherche, le financement, c'est un financement personnel, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est une passion, un engagement total. Oui, j'ai demandé de financement à personne, j'étais enseignante et donc j'avais un salaire décent et du temps pour moi. Donc, mais ça coûte cher en temps, ça coûte cher en livres, en voyage. Bon, c'est le plaisir de chercher. Alors, revenons un petit peu justement à ces premières recherches. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'arrivée des Espagnols en Polynésie pour l'intérêt que ça comporte? Évidemment, c'était des rencontres dues au hasard, puisque au XVIe siècle, personne ne savait, enfin personne dans le monde occidental, hispanique, personne ne savait que la Polynésie existait. Donc ils partaient du Pérou vers l'ouest, parce que les Indiens, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y avait des îles dans l'ouest. Donc il y a Mendania, le premier qui est parti, il est parti en 1567, et c'est son oncle, pardon, qui était le gouverneur du Pérou, qui l'a envoyé à la recherche de ces îles. Et donc il est parti à la recherche d'îles dont il n'était même pas sûr qu'elles existaient. Et évidemment, il en a trouvé, et par le plus grand des hasards, mais il a trouvé les îles Salomon. Il est revenu au Pérou au prix de tout un tas d'aventures et de navigation épouvantables. Et il n'a cessé pendant 25 ans de faire tout ce qu'il pouvait pour retourner aux îles Salomon. Il était jusqu'à Madrid, demander l'autorisation, chercher des financements. Et au bout de 25 ans, il est reparti avec 4 navires, 400 personnes, 400 et quelques, et, pour retrouver les îles qu'il avait découvertes en 1567. Et c'est là qu'il est passé par les Marquises. Alors, au-delà de la découverte, au-delà du côté aventurier, qu'est-ce qui fascinait ces hommes pour revenir comme ça et pour retrouver cette quête permanente de la Polynésie ou des îles autour? Ce qui les faisait bouger, je pense que ce n'était pas le désir de richesse, parce que vu qu'ils venaient du Pérou, des richesses, ils en avaient sur place. Et ce n'étaient pas des aventuriers, des traînes savates, les gens qui sont partis avec lui. La plupart ont vendu leurs biens avant de partir pour financer leur voyage. Donc, c'était des gens qui avaient une certaine situation et qui, je pense, mais ça c'est une opinion un peu que je déduis de ce que j'ai pu lire, ils cherchaient à voir autre chose, à découvrir autre chose. Est-ce que c'est pas là la différence finalement avec le mythe du conquistador? Tous les Espagnols n'étaient pas des conquistadors. Évidemment non, mais bon, il y a des mythes qui sont confortables, alors beaucoup de gens s'y arrêtent.
Et la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est c'est pour resituer un petit peu dans l'histoire, combien de temps avant les Anglo-Saxons finalement? Parce que si j'ai bien compris, ils sont arrivés avant. Ils sont arrivés 200 ans avant. Le premier voyage anglais à Tahiti, c'est 1767, et Mendania, il est allé au Salomon en 1567. Alors justement, là, dans les recherches, quelles sont les traces qu'on a pu retrouver en Polynésie? Puisque c'est un petit peu le but de tes recherches aussi, c'était de retrouver des éléments concrets de ce passage. Des éléments concrets, il y en a que dans les livres. Sur place, ils n'ont pas construit de monuments ni laissé de documents, parce qu'aux Marquises, par exemple, ils ont passé 2 semaines au maximum, dont une bonne semaine au mouillage, pas à terre, quoi. Donc ils n'ont rien laissé de concret sur place, à part le souvenir, et puis des outils ou des objets qu'ils ont donnés en échange du troc, quoi. Donc, et qu'on a pu retrouver. Non. Non, mais je pense que si les Polynésiens ont été tellement avides de clous lorsque Cook et compagnie sont passés 2 siècles après, c'est qu'ils connaissaient déjà l'intérêt des objets en métal. Voilà, mais bon, ça c'est juste la spéculation personnelle. Alors, les Tuamotu, on a quand même de belles histoires. J'ai entendu parler de canons, d'une île qui porterait un nom espagnol, et puis de la croix, d'une croix sur Ao. Est-ce que sur ces 3 situations, en tout cas historiques, tu peux développer un petit peu et nous donner quelques indications? Chronologiquement, le premier, c'est l'histoire de Fakahina ou Puka Puka. C'est la première île qui a été touchée et baptisée par un Espagnol, c'était Magellan, en 1521, en janvier. Et il a vu une île qui lui a semblé totalement sans intérêt, parce qu'il n'y avait que des poissons et des arbres. Et en plus, c'était un atoll. Et donc, il ne s'est pas arrêté, mais il l'a baptisé du nom de Saint Paul, qui était le saint du calendrier du lendemain. Et beaucoup de gens ont pensé qu'il s'agissait de Puka Puka, parce que si on regarde la carte, Puka Puka, elle est à l'extérieur un petit peu de l'archipel. Les chercheurs de la Marine nationale espagnole ont étudié les cartes et les récits et ont compris que en fait, c'était probablement Fakahina et pas Puka Puka, parce que le récit du pilote raconte qu'ils ont fait un virage à 90 degrés ce jour-là, parce qu'ils avaient vu quelque chose sur l'horizon, et que Puka Puka est complètement à ras de l'horizon et Fakahina est un peu surélevé. Donc on en déduit qu'avec la hauteur, ce serait plutôt sur cette île. Ce serait plutôt Fakahina. Et l'autre histoire que tu évoquais, c'est celle des canons de Hamanu, qui ont été trouvés à l'époque du CEP, et dont on ne sait pas non plus exactement de quel navire ils viennent. On pense que c'était un navire qui s'appelait San Lesmes, qui aurait fait naufrage et qui aurait jeté ses canons par-dessus bord pour s'alléger. Mais bon, il y a tout un tas d'explications un peu contradictoires, et la fonte dans laquelle sont faits les canons ne serait pas compatible. Enfin, là, j'ai pas de solution à proposer. Est-ce qu'on a retrouvé, quand 2 civilisations comme ça se croisent, est-ce qu'on a retrouvé des mots? Est-ce qu'il y a dans la langue polynésienne, est-ce qu'il y a des choses qui sont restées peut-être de ces visites espagnoles? Non, moi j'ai rien retrouvé. Les choses qui sont dans la langue polynésienne d'aujourd'hui, qui sont des emprunts à une langue étrangère, viennent de l'anglais ou éventuellement un peu moins du français, mais de l'espagnol, non. Ce travail de recherche, Annie, il est croisé avec d'autres chercheurs. Est-ce que ton engouement, ta passion, t'a amené aussi finalement à inviter d'autres chercheurs pour t'aider ou à échanger sur ces sujets-là? Sur ces sujets-là, on échange forcément. J'ai échangé avec Robert Vecella sur les canons de Hamanu, par exemple, et avec tous les chercheurs de l'Association espagnole d'études du Pacifique, qui est à Madrid, et qui s'intéresse évidemment à l'histoire de l'Espagne dans le Pacifique, et qui avait, je vais vous donner un scoop, qui avait participé en 1995, ça fait 25 ans, à l'émission d'un timbre commémoratif sur le passage de Mendania aux Marquises, et qui avait envoyé une délégation composée entre autres d'un ambassadeur d'Espagne, c'est pas rien,
Et je peux vous annoncer que l'année prochaine, en 2021, l'Office des Postes va émettre un nouveau timbre sur le passage de Magellan, cette fois au Tuamotu. C'est un juste retour et un bel hommage finalement à toutes ces années de recherche, de travaux effectués sur cette civilisation. C'est un hommage au navigateur, pas à moi. Hein. Oui, non, mais quelque part, il a fallu aussi, parce que c'est vrai qu'avant de te recevoir, je n'avais pas pris conscience que les Espagnols étaient passés 200 ans avant les Anglais. Et voilà, on en apprend tous les jours. Et à tout lire, c'est justement une émission qui est faite pour ça. 4 ouvrages aujourd'hui, Annie. Oui. Dans ces 4 ouvrages, le dernier, qu'est-ce que tu as voulu développer? De quoi tu parles? Tu veux que je te le montre? Oui, non seulement me montrer. Le dernier, c'est celui-là. D'accord, à travers le Pacifique. Le capitaine Pedro Fernández de Quirós. C'est un bouquin que j'ai consacré à ce navigateur-là. C'était le pilote de Mendagnac quand il est passé aux Marquises. C'est l'auteur d'un récit de tous ces voyages que j'ai traduit il y a une vingtaine d'années maintenant. Et c'est un type qui a passé son temps à parler des îles qu'il avait vues, à imaginer des trucs, à faire des plans pour leur évangélisation, etc. C'est un type que j'aime beaucoup, que je trouve très séduisant. Et c'est lui qui est l'auteur, quand même, de l'idée du paradis terrestre. C'est lui qui a écrit le premier « J'ai découvert un paradis terrestre ». On parle de paradis terrestre et c'est le moment pour nos lecteurs de retrouver ce petit moment de lecture, d'échange, de partage. Alors Annie, on va plonger avec toi dans tes écrits, on t'écoute et puis, vous l'avez vu Annie, hein, avec son éventail, on est dans le décor de l'Espagne. À toi Annie. Bon, alors je vais vous lire juste la conclusion du dernier article du bulletin de la Société des études océaniennes. 2 siècles plus tard, c'est-à-dire 2 siècles après les voyages de Mendagnac et de Quirós, leurs successeurs, dans l'exploration de la mer du Sud, se firent peut-être dérober tous les clous de leurs navires, mais ils savaient plus ou moins à quoi s'attendre et n'éprouvèrent pas autant de confusion ou de perplexité, bien qu'ils ne reconnussent jamais leurs dettes. Ils contribuèrent cependant à diffuser l'idée quirosienne que ces îles étaient un vrai paradis terrestre, un topic toujours en vigueur. Merci Annie pour cette belle rencontre. Je rappelle à nos amis lecteurs de la curiosité, de l'aventure. Est-ce que c'est pas ça finalement la lecture et le livre? À très vite pour un prochain à tout lire. Et Annie, je te souhaite en tout cas beaucoup de recherches et beaucoup de belles choses. Et je vous dis à très bientôt.